Bonjour, je m'appelle Judith, je suis interne en deuxième semestre en spécialité médicale en gastro-entérologie et je vais vous présenter une conférence indifférenciée. Premier dossier, je vous présente l'énoncé. Un homme de 81 ans aux antécédents de dyslipidémie, d'ulcère gastro-duodénal et de chirurgie bilatérale de la cataracte il y a 8 ans se présente à votre consultation de médecine générale accompagné de sa fille pour des douleurs modérées de l'épaule gauche. C'est pas précisé, mais les radios d'épaule sont normales. L'examen clinique retrouve une limitation incomplète de la mobilité active et passive de l'épaule gauche. Première question, quel diagnostic évoquez-vous? Deuxième question, quel est votre traitement? Et rédigez l'ordonnance. Satisfaite de votre prise en charge, sa fille revient vous voir car elle s'inquiète chez son père de troubles de la mémoire qui évoluent depuis plusieurs mois. De plus, il n'arrive plus à composer le numéro de téléphone de ses petits-enfants. Elle a retrouvé ses lunettes dans son réfrigérateur et il est de plus en plus mal habillé. Parfois même, elle le trouve sale. Elle se demande s'il s'agit d'une maladie d'Alzheimer. Que lui répondez-vous? Rappelez les critères diagnostiques. Quatrième question, quel bilan faites-vous? Cinquième question, elle souhaiterait également savoir quelles sont les aides possibles pour son père. Que lui répondez-vous? Sixième question, elle a entendu parler à la radio de tutelle. Elle vous demande de quoi il s'agit et quelles en sont les conséquences. Répondez-lui. Septième et dernière question, intéressée, elle vous demande un certificat pour placer son père sous tutelle. Rédigez-le. Correction du dossier 1. Donc je vous rappelle, un homme de 81 ans, aux antécédents de dyslipidémie, d'ulcère duodénal et de chirurgie bilatérale de la cataracte il y a 8 ans, qui se présente à votre consultation pour des douleurs modérées de l'épaule gauche, avec une radio d'épaule gauche normale et une limitation incomplète de la mobilité active et passive de l'épaule gauche. Quel diagnostic évoquez-vous? Alors l'épaule, c'est quelque chose qu'on n'a jamais envie d'apprendre, qui emmerde tous les étudiants et qui pourtant n'est pas si difficile. En dehors des pathologies osseuses comme l'arthrose ou de l'arthrite, il y a les pathologies abarticulaires, des tendons de la coiffe des rotateurs. Et en général, vous n'aimez pas l'apprendre. Alors je vais vous montrer qu'avec des choses simples, on peut s'en sortir. Donc ce patient, il a une capsulite rétractile gauche, encore appelée épaule gelée gauche ou épaule bloquée gauche ou algoneurodystrophie de l'épaule gauche. C'est difficile dans l'épaule parce que chaque pathologie a toujours plusieurs noms et qu'on s'y perd. Avec des choses simples et principalement la douleur, la mobilité active et la mobilité passive, on peut s'y retrouver facilement. Il y a 4 principales pathologies abarticulaires de l'épaule. La première, c'est l'épaule douloureuse simple. Ça correspond en fait à une tendinite avec parfois une calcification d'un tendon. La deuxième pathologie, épaule aiguë hyperalgique ou bursite aiguë microcristalline, qui correspond en fait à la migration d'une calcification dans l'articulation. La troisième pathologie, ou épaule pseudo-paralytique, ça correspond en fait à une rupture de la coiffe des rotateurs. Et la quatrième, algoneurodystrophie, qui est celle de notre patient, correspond à une capsulite rétractile. Quand on comprend le mécanisme, on comprend facilement les symptômes et on s'y retrouve. L'épaule douloureuse simple, qui correspond à une tendinite, comme toutes les tendinites, ça fait mal, mais pas trop. La mobilité active, elle est conservée, mais elle est douloureuse. La mobilité passive, elle, est normale. Pour l'épaule aiguë hyperalgique ou bursite aiguë microcristalline, on comprend bien que s'il y a une calcification dans l'articulation, ça fait très très mal. Toujours avec une calcification dans l'articulation, on ne peut pas bouger, ni activement, ni passivement. L'épaule pseudo-paralytique, qui correspond à la rupture de la coiffe des rotateurs, on comprend aussi que ça fasse très mal, tous les tendons qui sont rompus. La mobilité active, elle est évidemment impossible. Par contre, quand c'est l'examinateur qui fait bouger l'épaule, la mobilité passive est normale. Pour l'algoneurodystrophie ou capsulite rétractile, qui est une rétraction de l'articulation, des tendons de la coiffe des rotateurs, la douleur, elle est modérée. La mobilité active, elle est diminuée ou nulle si vraiment on a une capsulite qui est entièrement rétractée. Et la mobilité passive est comme la mobilité active, diminuée ou nulle. Pour ce qui est des radios, l'épaule douloureuse simple ou tendinite, les radios sont le plus souvent normales. On peut parfois voir une calcification d'un tendon.
L'épaule aiguë hyperalgique, c'est le plus souvent normal aussi. Parfois, si on connaissait une calcification d'un tendon, on peut voir qu'elle a disparu puisqu'elle a migré dans l'articulation. Et de temps en temps, on peut voir une calcification intra-articulaire. L'épaule pseudo-paralytique, les radios sont normales. Et l'algoneurodystrophie, les radios sont normales. Ou alors, on peut avoir une épaule dégénérative. L'arthrographie, qui heureusement n'est pas faite dans tous les cas, pour l'épaule douloureuse simple, elle est normale. Pour l'épaule aiguë hyperalgique, elle est normale. Si on la réalise dans une épaule pseudo-paralytique avec rupture de la coiffe des rotateurs, on aura une fuite du produit de contraste, puisque tous les tendons autour, il n'y a plus d'intégrité de la coiffe des rotateurs, donc une fuite du produit. Et dans l'algoneurodystrophie, on aura une réduction de la capacité articulaire. Question 2. Quel est votre traitement? Rédigez l'ordonnance. Il ne faut pas se jeter sur le traitement PEROS sans penser qu'il faut aussi lui prescrire de la kinésithérapie. Donc ici, il y aura 2 ordonnances. La première, le traitement PEROS. Jamais oublier la date, le nom et le prénom du patient, le nom du médecin et la signature du médecin. C'est pas grand-chose, ça peut rapporter gros et ça peut surtout vous coûter cher si vous l'oubliez. Des antalgiques parce qu'il a mal, des antalgiques simples, paracétamol, 1 gramme 3 fois par jour, des AINS. Mon conseil, c'est vous en choisissez un, vous apprenez par cœur ces doses et vous le ressortez à chaque fois, parce qu'on ne peut pas apprendre les posologies de tous les anti-inflammatoires, c'est barbant. Ensuite, et il ne fallait pas oublier, l'inhibiteur de la pompe à protons chez ce monsieur qui a d'une part plus de 65 ans et d'autre part a déjà un antécédent d'ulcère duodénal. Si vous l'avez oublié, dommage 0. Si vous l'avez mis, c'est bien. Pendant toute la durée du traitement par anti-inflammatoire à simple dose. La durée, à ne pas oublier sur toutes les ordonnances. Pour l'ordonnance de kiné, pareil, et je l'ai recoté pour que vous vous en souveniez, la date, le nom et le prénom du patient, le nom du médecin, la signature du médecin. Ensuite, l'ordonnance de kiné, il faut rester simple, parce que quand vous en mettez 3 tonnes, on se rend tout de suite compte que vous en rédigez pas dans la vie quotidienne. Alors, le plus simple, c'est de mettre rééducation et préciser la partie à rééduquer. Ici, c'est l'épaule gauche, ça aurait pu être la main, le pied, n'importe quoi. Et ensuite, vous mettez dans le cadre de, ici c'est une capsulite rétractile idiopathique du sujet âgé, mais ça aurait pu être, par exemple, rééducation de la cheville dans le cadre d'entorse récidivante. Ensuite, on peut préciser à domicile. Je vous rappelle que depuis 2000, la prescription de kiné est donc simplifiée et qu'il faut en profiter. Il n'est pas nécessaire de préciser ni le nombre de séances, ni la fréquence, ni la régularité. Si vous le précisez, ça s'impose au kiné, mais depuis 2000, vous pouvez laisser libre choix au kinésithérapeute de gérer sa rééducation. Par contre, il y a quelques détails qu'on peut préciser et qui sont bien à préciser. C'est si la rééducation est prise en charge au titre de la LD30, c'est-à-dire des maladies prises en charge à 100%. Préciser aussi s'il s'agit d'une rééducation de la déambulation du sujet âgé pour le maintien à domicile et préciser s'il s'agit de soins d'accompagnement de fin de vie ou soins palliatifs. Enfin, on précise au kiné si les soins sont urgents et s'ils doivent s'effectuer à domicile. Ça suffit. La patiente, elle est contente de votre prise en charge et elle revient vous voir parce qu'elle s'inquiète chez son père de troubles de la mémoire évoluant depuis plusieurs mois. Il n'arrive pas à composer le numéro de téléphone de ses petits-enfants. Elle a retrouvé ses lunettes dans son réfrigérateur et il est de plus en plus mal habillé, parfois sale. Elle se demande s'il s'agit d'une maladie d'Alzheimer. Que lui répondez-vous? Et rappelez-en les critères diagnostiques. Donc, c'est une probable démence débutante et c'est possiblement une maladie d'Alzheimer. Il ne fallait pas répondre « oui, c'est une maladie d'Alzheimer » avant d'en avoir fait la preuve formelle et donc d'avoir écarté les pathologies organiques susceptibles de provoquer une démence. Les critères du DSM-4 pour la maladie d'Alzheimer, il faut les connaître par cœur. C'est donc des déficits cognitifs multiples à type d'altération de la mémoire et de perturbations cognitives comme l'aphasie, l'apraxie, l'agnosie ou le trouble des fonctions exécutives. Le deuxième critère, c'est l'absence de pathologie organique, psychiatrique ou de délirium tremens pouvant expliquer les symptômes. C'est fondamental.
Ensuite, c'est une maladie qui a un début progressif et un déclin continu. Et enfin, c'est une maladie qui présente une altération du fonctionnement socio-professionnel avec rupture avec l'état antérieur. Je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur les critères du DSM-4 et la maladie d'Alzheimer, étant donné que cette année, en 2007, c'est une priorité nationale du programme du président de la République. Quel bilan faites-vous? On fait le bilan minimal de l'ANAES, qui est maintenant l'HAS, Haute Autorité de Santé, qui comprend une numération formule sanguine, principalement à la recherche d'une anémie, un ionogramme sanguin pour rechercher un trouble métabolique à type hyponatrémie, urécréatininémie, la glycémie, la calcémie et la TSH pour recherche d'une dysthyroïdie. Ensuite, et c'est systématique, il faut une imagerie cérébrale, IRM au mieux, et si elle n'est pas disponible, un scanner. Ensuite, et seulement en fonction du contexte, vous pouvez être amené à faire un bilan hépatocellulaire complet, une sérologie de syphilis à la recherche d'une syphilis tertiaire, un dosage de la vitamine B12, des folates, une sérologie VIH, une ponction lombaire, voire un EEG. Elle souhaiterait également savoir quelles sont les aides possibles pour son père. Je vous donne mon mémo, c'est « Je suis foutu tout seul ». Ce mémo, il est applicable à toutes les situations de handicap ou de personnes âgées qui ont besoin d'aide. Le J pour les aides judiciaires, notamment les mesures de protection des biens avec la sauvegarde de justice, la tutelle et la curatelle. Le S pour les aides sanitaires, le médecin traitant qui passe à la maison, l'infirmière à domicile, le kiné ou l'orthophoniste, toutes ces personnes étant remboursées par la sécurité sociale. Et par contre, l'ergothérapeute, qui peut être d'une aide précieuse, mais ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Les aides financières, pour le F, l'APA, aide personnalisée à l'autonomie, ALD 30, c'est-à-dire prise en charge à 100%, les allocations au logement social, les APL, c'est-à-dire les allocations personnalisées au logement. Le T de « Je suis foutu tout seul » pour les aides techniques, soit un lit médicalisé, une canne, un déambulateur, de l'oxygène à domicile, la téléalarme, tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre là. Et enfin, les aides sociales, qui sont en général à la charge du patient, principalement l'auxiliaire de vie, mais aussi le port des repas, l'assistante sociale de quartier. Elle a entendu parler à la radio de mise sous tutelle. Elle vous demande de quoi il s'agit et quelles en sont les conséquences. La mise sous tutelle, c'est une mesure de protection des biens qui est complète et durable. Elle entraîne la perte des droits civiques et politiques du patient. Les actes sous tutelle sont nuls de droit et les actes antérieurs sont annulables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le patient décide de vendre sa maison pour 3 € alors qu'il est sous tutelle, c'est annulable. Et s'il l'a décidé et qu'il est mis ensuite sous tutelle, c'est annulable également. Un rappel sur la différence entre tutelle et curatelle. Pour la mise en route de la procédure, tutelle et curatelle, c'est la même chose. C'est une décision qui est judiciaire. La demande de mise sous tutelle ou sous curatelle peut être faite soit par le patient lui-même, par son conjoint, par la famille au premier degré et par le curateur ou le tuteur s'il s'agit de passer d'une curatelle à une tutelle ou l'inverse. La demande peut aussi être faite par le procureur de la République ou le juge des tutelles. Elle nécessite la constatation par un médecin spécialiste, en général un psychiatre, sur une liste préétablie. C'est une mesure de protection durable qui dure aussi longtemps que les causes qui ont déterminé la tutelle et la curatelle sont valables. La publicité, elle est restreinte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est sous curatelle ou sous tutelle, sur l'acte de naissance est apposé le sigle RC. Elle entraîne la perte des droits pour la curatelle, une perte partielle des droits civiques et politiques, et pour la tutelle, une perte complète. Enfin, on peut faire un recours. Ce recours se fait devant le tribunal de grande instance, et la demande de recours peut être faite par les mêmes personnes que celles qui ont déterminé l'ouverture de la procédure. Une cessation de curatelle ou de tutelle est également une décision judiciaire, décidée par le juge des tutelles, qui ordonne une main levée, c'est-à-dire un arrêt de la tutelle ou de la curatelle, ou un changement d'une tutelle vers une curatelle ou l'inverse. De la même façon, cela nécessite un certificat médical par un médecin spécialiste sur une liste préétablie. Voilà.
intéressée, elle vous demande un certificat pour placer son père sous tutelle. Rédigez-le. Alors non, on ne rédige pas ce certificat médical car on est le médecin traitant et que le certificat pour la mise sous tutelle doit être produit par un psychiatre expert sur une liste préétablie. Il ne peut en aucun cas être rédigé par le médecin généraliste. Comment ça se passe? En fait, la patiente se rend à la mairie de son quartier, à sa mairie. Elle demande un dossier de mise sous tutelle. Ensuite, dans ce dossier, elle aura la liste préétablie des psychiatres agréés. Elle va en consulter un accompagné de son père. Le psychiatre produit son certificat et le tout est envoyé au juge des tutelles. Et si celui-ci juge que la tutelle est nécessaire, elle sera à ce moment-là valable. Au total, l'épaule, c'est très simple. Les pathologies de la coiffe avec la douleur, la mobilité active et la mobilité passive, vous avez facilement un diagnostic. On retient bien, et c'est d'après les références médicales opposables, pas d'AINS sans un inhibiteur de la pompe à protons si votre patient a plus de 65 ans, s'il a des antécédents d'ulcère gastro-duodénal ou des antécédents d'intolérance aux AINS. La kiné, c'est simple aussi, avec les ordonnances de 2000. L'Alzheimer, cette année, c'est incontournable. Il faut connaître par cœur et sur le bout des doigts les critères du DSM-4, le bilan minimum de la Haute Autorité de Santé et surtout ne pas oublier toutes les aides possibles. Enfin, bien connaître curatelle et tutelle et sauvegarde de justice. Alors, pour ceux qui aiment et qui en reveulent, l'épaule. Je vous fais un rappel anatomique que personne ne connaît jamais. Donc ici, vous avez l'humérus. Et votre épaule, ça fait à peu près comme ça, avec la glène, l'omoplate, le processus coracoïde, et qui arrive ici, l'acromion. Voilà, ici, qui relie à l'acromion, la clavicule. Ça, c'est de face. De dos, ça donne quelque chose comme ça. Ici, la tête un peu moche de l'humérus. Et là, vous avez ce qu'on appelle l'épine, qui va se prolonger et donner l'acromion. Voilà, pour vous resituer, puis la clavicule. Les muscles de la coiffe des rotateurs, c'est facile. Le sus-épineux, il est au-dessus de l'épine et il va s'insérer sur la tête pour permettre un mouvement d'élévation, d'abduction. Le sous-épineux, il est sous l'épine. Il s'insère derrière et il permet la rotation externe. Le sous-scapulaire, de l'autre côté de la scapula, il vient s'insérer là et lui, il permet la rotation interne. Et enfin, le dernier tendon, c'est le tendon du long biceps. Pour ceux qui ne vont pas en stage, il y a différentes manœuvres qu'il faut connaître, notamment les manœuvres passives pour dépister une pathologie de la coiffe. Ça ne concerne pas un tendon en particulier, c'est une pathologie globale. La manœuvre de Neer, alors pour faire la manœuvre de Neer, il faut demander au patient d'élever son bras comme ça. Si ça lui fait mal, il y a une pathologie de la coiffe. Sinon, il y a la manœuvre de Hawkins, vous lui demandez de mettre comme ça le bras à 90 degrés et d'élever le bras. Ça, si ça lui fait mal, de la même façon, il y a une pathologie de la coiffe. Enfin, la dernière, c'est Yokum. On la met comme ça, et en levant le bras, si ça fait mal au patient, il y a une pathologie de la coiffe. De façon plus précise, pour rechercher une souffrance d'un tendon en particulier, il y a 4 manœuvres et qui se font de façon contrariée. La manœuvre de Job, qui teste le tendon sus-épineux, et donc qui teste l'abduction. Ça ressemble un peu à Neer. Il faut demander au patient de mettre le bras comme ça et de le lever. Et le médecin empêche de lever. Si le patient ne peut pas le faire, il y a une atteinte du sus-épineux. La manœuvre de Pat, qui elle teste le sous-épineux, donc la rotation externe. On demande au patient de se mettre ainsi, de faire une rotation externe, et le médecin contrarie la rotation externe. Si ça fait mal au patient, il y a une atteinte du sous-épineux. Troisième test, le lift-off test, qui teste lui le sous-scapulaire, donc la rotation interne. On demande au patient de se mettre ainsi et d'écarter le bras du corps de façon contrariée. S'il a mal, une pathologie du sous-scapulaire. Et enfin le dernier, le palm-up test, qui teste le tendon du long biceps, donc la flexion de l'avant-bras sur le bras. On lui demande de mettre son bras ainsi, bien en extension, et de lever
En contrariant ici, s'il ne peut pas le faire, il y a une pathologie du long biceps.